Merci beaucoup. Alors voilà, ça enregistre. En tout cas, merci. Je suis très contente de pouvoir présenter quelque chose qui me tient bien à cœur. Alors, le titre de ma présentation en dit long sur mon dada, mais je vais commencer tout de suite. Ah ben, ça marche pas. Attendez, ah bah oui, si, ça marche. Je vais quand même tout de suite me présenter en quelques lignes pour vous dire qu'est-ce qui fait que j'ai atterri ici. Donc, aujourd'hui, je suis chargée d'enseignement à la Haute École pédagogique. J'ai une formation de psychologue, d'enseignante et de formatrice d'adultes. Et aujourd'hui, tout ce parcours m'a amenée à être responsable d'un module de gestion de classe, plus spécifiquement un module de gestion de classe qui traite de la dimension relationnelle et affective, qui s'adresse à des futurs enseignants qui veulent enseigner à des enfants de 1-4 Armos, donc c'est des enfants de 4 à 10 ans à peu près. Et puis, j'ai à cœur de pouvoir faire évoluer mes pratiques et aujourd'hui, je suis également doctorante à l'Université de Liège, donc en codirection aussi avec l'AHEP, et je mélange des champs de formation d'adultes, de psychologie sociale et dans mon sujet de thèse, je m'intéresse beaucoup à l'hybridation et pour l'heure, puisque je commence ma thèse ce semestre, eh bien, mon intérêt se porte sur tous les éléments qui pourraient favoriser des interactions apprenantes dans des grands groupes auditoires, hein, style cours magistral, et dans un contexte de formation hybride. Donc, mon champ d'intérêt recouvre donc 3 champs que sont la dynamique des groupes en psychologie sociale, la formation des adultes et l'hybridation. Et c'est bien entendu dans ces champs-là que je vais vous présenter ce qui me taraude aujourd'hui. Le dispositif qui sera soumis à l'analyse, je vais vous en présenter déjà les contextes et enjeux, en dire un tout petit peu plus sur les questions qui sortent de ces intersections. Je vais vous présenter un modèle d'analyse que je vais utiliser pour cette analyse de pratique. Je vais vous présenter la séquence en soi que j'ai intitulée le mini-congrès. Et ensuite, on passera du temps pour présenter les résultats, les forces et les limites que j'ai pu identifier dans cette séquence et les conclusions et perspectives que j'y apporte. Alors, c'est parti. Déjà, donc, comme je vous l'ai dit, je m'adresse donc à un public de futurs enseignants qui donc s'intéresse à la dimension relationnelle et affective dans la gestion de la classe. Donc, ce qu'on met là derrière, c'est la question de comment faire des transitions, mettre des espaces de parole, faire en sorte à ce que la parole circule, que les émotions puissent s'exprimer, qu'elles puissent se réguler et que l'on puisse travailler avec des enfants jeunes dans une manière ludique, coopérative, et on donne des outils de gestion de classe qui vont là autour. Et puis, dans ce contexte, pour transmettre et apporter les terreaux favorables à ces questions-là. En présentiel, d'habitude, on avait un grand cours magistral suivi d'un séminaire avec une vingtaine d'étudiants. Et puis, pour faire bref d'une histoire longue, le Covid nous a invités à rester à distance, mais tout en conservant pendant toute l'année la possibilité à n'importe quel moment de retourner en présentiel. Et puis du coup, on a dû garder notre grille horaire, ce qui fait qu'on n'a pas pu commencer à penser l'ingénierie de formation différemment que selon des créneaux horaires bien déterminés. Et puis du coup, les formateurs, donc nous nous sommes posé la question de savoir mais comment est-ce qu'on allait pouvoir articuler plein d'éléments théoriques avec la singularité des pratiques des étudiants, parce que les étudiants, ils sont en stage, ils ne sont pas tous dans les mêmes classes de stage, parce qu'il y en a qui travaillent avec des classes flexibles, d'autres qui travaillent avec des classes un petit peu plus traditionnelles. Il y a aussi des étudiants qui ont aussi des expériences dans l'enseignement spécialisé. Et puis, on avait aussi à cœur de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces apprentissages soient interactifs et nourris vraiment par des échanges entre pairs, parce que c'est ce qui se passe généralement en présentiel, et c'est quelque chose qui fait avancer les représentations des étudiants. Et puis surtout, comment est-ce qu'on va faire ça dans le grand groupe de 100 personnes, parce que j'avais 2 fois 100 personnes, hein, donc 200 étudiants ensemble. Et puis, comment est-ce qu'on va faire pour garder une cohérence
dans le faire vivre. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si on leur donne des outils pour coopérer avec leurs élèves, ben, on les mettait en situation de coopération. Jusque-là, ça, ce n'était pas un problème, on peut encore le faire en ligne. Mais par contre, vivre un espace de parole en leur disant, bon, ben, maintenant, vous mettez vos chaises, puis vous faites un conseil de classe un peu plus difficile en ligne. Donc, on a dû repenser sur qu'est-ce qu'on allait leur permettre de vivre pour qu'ils puissent le faire vivre à leurs élèves. Et puis, un autre critère beaucoup plus global, c'est quid de la motivation et de l'engagement des étudiants en formation à distance depuis plus d'une année. On avait un petit peu le sentiment qu'on craignait de les avoir un peu perdus avec le précédent confinement. Et donc, les champs que je vous ai présentés tout à l'heure, dans lesquels se croisent mes questionnements, hein, puis qui vont amener un intérêt dans l'analyse de pratique, c'est dans la question de la dynamique des groupes en psychologie sociale, comment déployer des dispositifs interactifs avec des grands groupes, sachant que cette dimension interactive est vraiment reconnue comme étant très nourrissante pour les apprentissages et pour la mise en lien. La question de l'hybridation, on pourrait en poser plusieurs des questions, mais une de celles qui nous a taraudé, c'était comment tirer le meilleur parti tout à distance des moments synchrones et asynchrones, et puis quelles pourraient être les structures d'apprentissage les plus efficientes en termes de sens, de motivation, de lien. Et puis la question de la formation des adultes donc dans l'enseignement tertiaire, c'est justement comment faire pour que ces apprentissages soient porteurs de sens efficients et pouvant bénéficier de l'alternance théorie-pratique. Et puis, du coup, la question centrale sur laquelle je vais continuer ma logique, c'est quels sont les choix en tant que formateur d'adultes que nous pouvons effectuer pour promouvoir tous ces espaces interactifs, penser la motivation, penser l'hybridation de telle manière à ce qu'on puisse arriver à la résolution de ces questionnements, en fait. Et puis, du coup, attendez, je vais aller trop vite. Je vais donc vous parler plus spécifiquement d'une séquence d'apprentissage que j'ai faite à l'intérieur de ce module, que je vais mettre en lumière à travers un cadre d'analyse qui analyse les effets, enfin, la nature déjà des choix des formateurs dans ce contexte et les effets qu'ils peuvent avoir sur les étudiants. C'est Faux et Danse en 2020 qui les ont présentés dans un de leurs ouvrages. Et puis, sans passer, j'ai envie de dire, trop longuement sur chacun de ces choix et chacun de ces effets, on peut voir que si on considère que quand on est en train de penser une formation, on va questionner des contenus, c'est-à-dire quelles sont les thématiques, les gestes, par quel type de pédagogie je les apporte, eh bien, ça permet d'ouvrir le questionnement. Quand on pense à l'ingénierie, c'est-à-dire à la fois le déroulement de l'information, moi, ce que je trouve intéressant justement, et c'est là que l'hybridation peut prendre tout son sens, c'est comment organiser l'espace et le temps. Parce que bien évidemment, organiser l'espace et le temps à distance, temporelle et géographique, eh bien, là, l'hybridation prend tout son sens. Le langage, quel registre de langage adopter quand on est dans un mode assez transmissif, on n'a pas le même langage que quand on est dans un mode d'accompagnement ou de facilitation. Et puis, selon les dispositifs utilisés, cela peut avoir tout son sens. Et puis, si on imagine que chaque formation peut puiser son questionnement dans ce registre de choix, eh bien, dans des cas comme ça, ce qu'il est proposé dans ce modèle, c'est d'y voir une gamme d'effets qui peuvent être didactiques, hein, en termes de dynamique d'apprentissage, en termes de processus, même d'intégration. On peut y voir les effets motivationnels, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de ce que ça suscite chez l'apprenant. Les effets socio-relationnels qui, eux, sont intéressants aussi parce qu'ils relèvent, enfin, ils peuvent concerner non seulement le rapport que les apprenants ont entre eux, c'est-à-dire comment ils coopèrent ou pas, ce qui se disent entre eux ou pas, et aussi
comment est-ce qu'ils intègrent le formateur dans cette dynamique-là. Et puis, ça, on en reparlera parce que je trouve que ça pourra être un des éléments intéressants de voir comment le formateur peut lui aussi être intégré comme étant plus ou moins soutenant en termes d'effets plutôt que parasitant. Et puis, il y a aussi les effets identitaires. C'est comment l'apprenant se représente et se perçoit durant la formation. Là aussi, ça pourrait faire une prolongation sur comment il se perçoit dans son futur métier, puisqu'on est dans une formation professionnelle. Ensuite, ça va pour vous, là? Comme je ne vous vois pas, je n'ai pas les feedbacks non-verbaux. OK. Alors, la séquence analysée, ça s'appelle, je l'ai appelé le congrès en ligne. En fait, ça sera l'objet, donc c'est analyser cette pratique, le congrès en ligne, en fonction des effets, enfin des choix et des effets, c'est plutôt l'inverse là, que les formateurs ont fait dans ce cadre-là. Et puis déjà, en préambule, ce congrès en ligne, il est inspiré, donc la forme est inspirée. L'idée, c'était de mettre les étudiants un petit peu comme l'optique, l'optis maintenant, c'est-à-dire à devoir présenter un certain nombre d'éléments dans différentes salles Zoom avec la possibilité d'apporter leur propre sujet. La source d'inspiration de pédagogie coopérative et communauté d'apprenants de Brown et Campion, elle veut dire par là que l'idée, c'est de mettre ensemble les gens pour pouvoir présenter. Donc, ça convoque des présentations par groupe. Les communautés d'apprenants, généralement, utilisent des paradigmes de se dire on va faire en sorte à ce qu'on s'appuie les uns sur les autres pour pouvoir construire du savoir et puis pour pouvoir progresser. Il y a la philosophie des arbres de connaissances qui part du principe que chacun sait quelque chose, personne ne sait tout, et tout le savoir est dans l'humanité ou dans la communauté. Donc, on est parti avec cette philosophie dans ces congrès en ligne en disant, en fait, ici, dans cet auditoire fictif, vous êtes tous experts de quelque chose ou porteurs d'une expérience singulière ou d'un intérêt singulier. Plus concrètement, il y en a certains d'entre vous qui pratiquent des classes flexibles et qui savent ce que c'est, qui pourraient en faire le témoignage, d'autres qui ont déjà étudié les TDAH, d'autres qui sont vraiment en train de se creuser sur comment intégrer un enfant autiste dans leur classe et qui ont des expériences avec leurs praticiens formateurs. Enfin, en gros, chacun est porteur de quelque chose dont il peut faire témoignage, et témoignage en termes de partage et de croisement de regards. Et puis, encore une autre chose, les pédagogies actives ont été fortement une source d'inspiration. Alors, j'ai mis classe inversée-renversée parce que j'ai eu un petit clin d'œil dans des discussions pour me faire comprendre que j'avais pas forcément utilisé le bon terme quand j'ai pensé les classes inversées au départ, c'est-à-dire que il est plutôt question d'être inspiré par une classe renversée, c'est-à-dire dans l'idée de donner un ensemble de ressources, de vidéos ou d'autres choses qui permettent aux étudiants de construire leur propre représentation et leur propre contenu de présentation mis en lien avec leur pratique. Puis donc, du coup, dans les sujets, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe. Je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, voilà, on va faire 2 formes de mini-congrès. L'une qui porte sur les troubles des apprentissages, c'est-à-dire tout ce qu'on peut rencontrer, les TDAH, les TSA, les dyspraxiques, dyslexiques, toute cette série de troubles qui font partie des enfants et des questions auxquelles on attache une grande importance pour les mettre dans ce qu'on appelle dans un processus de classe inclusive. Et puis, une deuxième classe de ce type-là, mais qui porte sur les différentes pédagogies et leur lien avec la gestion de la classe. Puis quand on entend les différentes pédagogies, voyez-y, j'ai déjà cité la classe flexible, mais il y a les arbres de connaissances, il y a Montessori, il y a Freinet, il y a l'école en forêt, il y a la discipline positive, il y a des tas d'approches qui sont en train de fleurir dans l'ensemble des classes, en tout cas dans le canton de Vaud, en Suisse, et puis dans lesquelles les étudiants sont plongés. Et puis l'idée, c'est de leur permettre d'en présenter le descriptif et puis de faire les liens avec ce que ça convoque dans les gestes professionnels de gestion de classe. Et puis l'idée, c'était de leur dire, vous avez dans ces 2 classes
inverser des thématiques, enfin vous avez donc des thématiques, vous pouvez choisir la thématique qui vous parle et puis vous mettre par groupe de 2 à 5 pour pouvoir présenter. Puis donc, il y avait eu un temps asynchrone, ils avaient un temps de préparation où ils choisissaient leur sujet et puis ils pouvaient la présenter sur la base d'une trame qui leur était fournie. Puis la trame, elle était assez simple parce qu'ils étaient invités à présenter en gros en quoi consistait le trouble ou la pédagogie, et puis après, faire le lien avec des dispositifs qui avaient permis à des enfants d'être adaptés dans leur classe. Si c'était un TDAH, qu'est-ce qui a été mis en place pour lui, quelles étaient les limites, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées, et puis faire cette présentation. Ensuite, en présentiel, en synchrone. Donc, la présentation en synchrone, elle était sur Zoom, avec les petites salles ouvertes. Et puis, en 10 minutes, ils devaient présenter l'essentiel du sujet. Il y avait plusieurs présentations qui avaient lieu en même temps dans différentes salles. Et puis, dans la même salle, il y avait 4 présentations qui se suivaient. Et puis, ils avaient 10 minutes de présentation, 10 minutes de discussion. Et puis, il y avait aussi une autre modalité, c'est que je leur avais dit, sur ces 2 congrès, une fois vous faites une présentation, et puis pour un autre, ma foi, vous êtes seulement auditeur. Et puis, une fois que vous avez fait votre présentation, vous pouvez aller vous balader n'importe où dans les salles, c'est complètement libre, vous allez faire votre marché. En gros, c'est-à-dire vous allez voir ce qui vous intéresse et puis ce qui vous nourrit, en clair. Et c'est tout. Et puis, du coup, si maintenant je fais l'analyse des choix qu'on a faits pour en voir les effets, c'est-à-dire j'ai fait juste un tableau pour montrer les différences que nous avions élaborées par rapport à ce qu'on fait d'habitude quand on est en présentiel. Alors, ce dispositif, il nous a amené à élargir les choix, c'est-à-dire, par exemple, normalement, quand on parlait par exemple, des pédagogies, on a choisi 1 ou 2 pédagogies, puis là, on a pu donner la possibilité d'en balayer beaucoup plus. On a fait vivre une pédagogie enseignée pour leur classe, c'est-à-dire que là, comme on leur parlait des arbres de connaissances, on leur a fait vivre ce que c'est que chacun sait quelque chose, personne ne sait tout, tout le savoir est dans la communauté. On a aussi changé une autre chose, c'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, on se dit, ça serait pas mal de leur parler, par exemple, prioritairement des TDAH, non, on a fait un Padlet pour entendre leurs besoins, quelles étaient leurs inquiétudes, ce qui était en train de les tarauder, ce à quoi ils étaient confrontés. Et puis, on a ouvert le champ pour permettre de répondre à leurs besoins. Et puis du coup, comme on l'a dit, vous l'avez vu, c'est plutôt une forme aussi au niveau de l'ingénierie qui est donc renversée, c'est-à-dire c'est les étudiants qui apportent la réflexion sur des contenus. Et puis, dans l'ingénierie, on a privilégié les partages d'expériences des étudiants sur la base d'une expertise et non pas d'une étude de cas ou d'une analyse de pratique. Et puis, bien évidemment, Zoom, sous cette forme-là, sous la forme d'un petit congrès, c'était quand même assez novateur. Il y a eu aussi, au niveau du langage, ce que j'ai pu remarquer, c'est l'opportunité d'avoir beaucoup plus de renforcement positif de questions que sous une autre forme de dispositif. Et puis, pour obtenir les résultats sur les effets, alors comme c'est une analyse de pratique et non pas une recherche, il n'y a pas eu de questionnaire avant-après, hein, ça a été une prise de température, il y a eu des commentaires écrits dans l'évaluation globale du module qui s'est faite de toute manière cette année-là par l'institution. J'ai glané des retours en collectif sur comment ils avaient vécu les choses, et puis j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir des entretiens individuels dans d'autres contextes pour leur demander comment c'était. Et puis ce qu'il en ressort, c'est en fait, en gros, si on devait le comparer dans le tableau, il y a des effets au niveau dictique où les étudiants se sont dit « Ah, tiens, c'est quand même beaucoup plus clair avec ces exemples, on peut vraiment se projeter, ça a pu délier le langage, ça fait beaucoup plus sens. » Et puis, une chose au niveau motivationnel, hormis la question du sens, l'engagement visible pendant ces congrès. Sur Zoom, on voit combien il y a de personnes. Sur 100 personnes inscrites, il y en avait 94 ou 93 la deuxième fois. C'est quand même pas mal, ça. Et puis, on les voit, ils sont vraiment dans les salles, ils interagissent vraiment, ils ne sont pas en train de faire leur cours sur Zalando pendant ce temps.
Au niveau socio-relationnel, j'ai vu beaucoup de coopération. Ils se sont passés des documents, ils se sont donné des messages. Enfin, et ils ont aussi été, enfin, et moi aussi, du coup, on était aussi dans un rapport beaucoup plus égalitaire parce que moi, je venais apprendre de ce qu'ils racontaient parce qu'on est tous spécialistes de quelque chose, mais on ne sait pas tout. Par contre, au niveau identitaire, cette question-là, elle n'est pas beaucoup ressortie. Elle pourrait être à investiguer. Et puis du coup, si je devais en ressortir les forces, globalement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le contexte d'une grille horaire, eh bien, qu'on est obligé d'avoir en 1 heure et demie de cours, ben, c'était une manière drôlement économique et écologique d'habiter l'espace et le temps. Hein. Au niveau de la modalité participative, le fait qu'ils soient auditeurs et ou présentateurs, moi je me suis dit, tiens, ça leur donne une grande liberté de choix pour suivre plus leur fil rouge, sans être dans une forme de contenu imposé, avec aussi la question de comment est-ce que le partage d'expertise est vécu. Puis moi, j'ai eu le sentiment net que c'est ce qui avait contribué à la question du sens, de Tu es l'engagement. vraiment arrivé au bout de Voilà. ton temps. Je suis arrivée au bout de mon temps. Les limites, je te dis juste ça en 2 mots. On n'a pas spécialement pu investiguer la question des apprentissages effectués concrètement. Et puis, dans les conclusions, eh bien, je dirais simplement que l'hybridation, pour moi, a montré que ça pouvait ouvrir des champs de possibles pour impacter sur les possibilités d'interagir, que ça peut questionner aussi sur les différents rôles inhérents de la dynamique des groupes et ceux avec les arbres de connaissances. Et puis, eh bien, on peut se dire que l'outil Zoom, finalement, pourrait être un très bon moyen aussi d'être utilisé en hybridation, même si on n'est pas obligé d'être à distance. Voilà. Merci beaucoup.